pour rien qu'on demande d'augmenter les places, c'est pas pour rien qu'on est obligé d'aménager les heures d'enseignement pour être capable d'accommoder tout le monde. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Je me bats depuis 2018 pour que les jeunes de chez nous puissent étudier chez nous, parce qu'on a besoin qu'ils restent travailler chez nous. Puis si on les envoie ou s'ils décident d'aller étudier ailleurs, bien, les chances qu'on les conserve comme travailleurs chez nous sont moins bonnes. L'autoroute a ce désavantage extraordinaire de garder le monde à Montréal, puis on les perd, ils reviennent pas toujours à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je vous en parle pour vous montrer qu'effectivement, il y a d'énormes besoins, mais il y a des solutions aussi, entre autres, de moduler les heures d'enseignement chez nous. Ça a donné un choc, là, c'est vrai, mais maintenant, le choc est passé et ça va assez bien, merci. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est de la langue française. Parce que c'est fondamental. Je me souviens, on a adopté la loi 96 en 2022. Ça avait été un énorme travail, mais on n'avait pas le choix parce qu'on voyait bien que le déclin, puis quand on parle de déclin, même si on le ralentit, ça continue d'être un déclin. Le déclin de notre langue officielle et commune maintenant, depuis 2022, était véritable et il fallait faire quelque chose. Et je suis passé par l'ACFAS pour représenter mon ministre de la langue française comme son adjoint parlementaire il y a quelques semaines. C'était à Trois-Rivières cette année, le 93 ou 94e congrès de l'ACFAS. Et la langue d'enseignement, c'est une chose, mais la langue de la recherche et de la publication de la recherche, c'est fondamental quand on parle d'enseignement supérieur puis quand on parle d'universitaire. Alors, ma question, c'est dans quelle mesure les politiques actuelles de valorisation du français en enseignement supérieur au Québec permettent-elles d'assurer la vitalité, l'attractivité du français comme la langue d'enseignement et de recherche face aux pressions croissantes de l'internationalisation et de la concurrence des établissements anglophones? J'en ai beaucoup entendu parler à l'ACFAS. Je suis curieux de voir ce que vous allez me répondre. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Vous avez raison d'être fier de votre cégep. C'est un beau cégep, puis il rend des services importants. C'est parce que vous êtes proche d'un grand centre, mais quand même, c'est quand même assez loin. Puis il y a beaucoup de jeunes qui veulent pas nécessairement se déplacer pour aller étudier à Montréal. Et alors, ça fait qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui étudient parce qu'il y a une proximité. Et puis, on a des bonnes nouvelles à venir pour votre cégep. Ça va bien. Alors, on est fiers, nous aussi, à l'enseignement supérieur du cégep de Saint-Jean. Pour ce qui est de la langue, bien, écoutez, c'est intéressant ce que vous amenez là. Vous savez que nous sommes une petite goutte d'eau francophone entourée d'un océan anglophone et que l'enseignement supérieur, bien, c'est un outil pour la vitalité de notre langue, l'économie aussi, notre culture. Mais quand on parle d'économie, quand on parle de culture, quand on parle d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation, on peut mettre l'enseignement supérieur dans chacun de ces créneaux-là. Alors, à l'enseignement supérieur, on a un travail à faire ici chez nous pour la protection de notre langue, mais aussi à l'international. On a beaucoup parlé des étudiants internationaux, et ça, c'est un des aspects qui me motive beaucoup à avoir les étudiants, de m'assurer qu'il y ait des étudiants internationaux sur notre territoire, parce que c'est le savoir francophone, c'est la francophonie internationale. On est de plus en plus solide quand on est fort en recherche, quand on est fort, quand on partage des pratiques économiques, des pratiques culturelles. On s'assure que notre langue demeure. Et nous sommes, le Québec, le vaisseau amiral de la francophonie en Amérique du Nord. Alors, nous avons un rôle et un leadership très important à assumer, et nous l'assumons. Si bien en que... terminant? Si? En terminant? Oh, en terminant. Ben, c'est terminé. Merci, Madame Alors, la ministre. je me suis Merci. émue. Ça me préoccupe beaucoup. Je vais dire ça. Je cède maintenant la parole à la députée de Mont-Royal-Outremont pour une enveloppe de 13 minutes 15. Merci, Madame la Présidente. Revenons aux universités, au recrutement. Oui, il y a les étudiants internationaux, il y a aussi les enseignants. Vous le savez, puis vous l'avez évoqué, là, il y a une course mondiale au talent.
Le gouvernement canadien a mis en place des initiatives, Impact Plus Canada notamment. Bon, évidemment, à Québec, on fait les choses différemment, mais il faut s'assurer que le Québec soit pas désavantagé par rapport aux autres provinces. Il faut s'assurer que nos programmes ne pénalisent pas nos universités dans le recrutement. Alors, quelles sont les démarches quelle analyse avez-vous fait de ces programmes-là pour être sûr que Québec n'est pas désavantagé par rapport aux autres provinces? Et quelles sont les revendications que vous faites auprès de vos collègues? Merci pour cette question-là. Je pense qu'on s'entend là-dessus. C'est vrai on a un travail de plus à faire. C'est vrai que nos champs de compétences, c'est important au Québec. Puis on veut être capable d'être décisionnel. Puis je pense qu'il y a une compréhension assez généralisée dans la population du Québec sur l'importance de protéger nos champs de compétences. Et l'éducation et l'enseignement supérieur, c'en est un de nos champs de compétences au Québec. Mais vous avez raison. Nous devons être compétitifs. Le milieu de l'enseignement supérieur est un milieu hautement compétitif. Le gouvernement fédéral, quand je suis arrivée, j'ai mis en place les chaires de recherche au niveau en excellence. Nous avons investi une dizaine de millions pour attirer ces chercheurs-là. J'ai vu à quel point c'était une richesse pour nos universités. Et quand le gouvernement fédéral est arrivé avec un montant substantiel au niveau de la recherche industrielle, c'est le ministère de l'Industrie, je travaille beaucoup pour m'assurer que l'argent descende. Puis c'est certain que si l'Université de Toronto a un projet au niveau fédéral et qu'il a l'autorisation et qu'il peut aller chercher son chercheur immédiatement, bien, il va falloir qu'au Québec, on soit capable d'être compétitif et permettre aux universités du Québec d'aller chercher le chercheur qu'ils veulent rapidement. Merci, Madame la ministre. Madame la députée? Mais reconnaissez-vous qu'il y a un enjeu au niveau de l'immigration? Parce que là, c'est ces talents d'exception qui sont un peu partout dans le monde et qui sont qui vont pouvoir bénéficier de ces chaires de recherche puis venir œuvrer sur notre territoire ici au Canada. Mais comment faire pour que le Québec soit aussi attractif quand on sait que les délais au niveau de l'immigration, il y a une voie rapide de 6 mois, un genre de fast track de 6 mois, alors qu'au Québec, on parle ça peut aller de 24 à 36 mois. Ce que les gens se posent comme question quand ils considèrent où aller, mais c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'installer de façon permanente, faire venir leur famille, etc. Alors, si au Québec, on n'est pas capable d'agir rapidement, on va les perdre. Bien, si vous regardez le volet 4, je répondrai pas, je connais pas le programme. C'est certain que ça relève de l'immigration, mais le volet 4 du PSTQ, le nouveau programme, si vous le lisez correctement, vous verrez que les talents d'exception, ça va vite. Et puis, on va les retenir, puis c'est important pour nous. Oui, mais je vous invite à parler à vos collègues. Je comprends qu'il y a beaucoup qui relèvent de vos collègues à l'immigration, mais assurez-vous de passer les messages pour que les ajustements soient faits, pour que ça se passe aussi rapidement au Québec par rapport aux autres provinces. C'est important. C'est important que nous ayons des voies rapides pour retenir nos talents, pour nous assurer d'en recruter et d'être compétitifs. Et ce travail-là se fait notamment avec mes équipes, le MEI, le scientifique en chef et également le ministère de l'Emploi pour s'assurer qu'on puisse être compétitif. Mais c'est pas une préoccupation, mais c'est important qu'on soit là et qu'on s'assure que les talents d'exception puissent venir rapidement au Québec et soient accueillis. Encore une fois, j'entends bien l'intention, mais je vous implore de faire en sorte, en tout cas, ou de porter la voix de ce que le milieu demande auprès de vos collègues pour être sûr que on soit agile dans cette course mondiale au talent. Là, c'est pas juste de dire c'est important, mais il faut que les gestes soient posés, il faut que les mesures soient en place pour que le Québec soit aussi attractif que les autres provinces. Mais des gestes sont posés. Si vous regardez, je suis arrivée, moi, en septembre 2025. En novembre, nous annoncions 10 chaires de recherche d'excellence
de recrutement de talents d'exception aux États-Unis. Les chaires de recherche les universités ont trouvé leurs chercheurs en 2 mois. Puis ça se bousculait. Alors, il y a un travail qui se fait, c'est des gestes importants, et je suis convaincue qu'au sein du réseau, le travail, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et mon équipe pour m'assurer que les universités restent compétitives. C'est un peu ce que j'ai répondu à mon collègue de Saint-Jean. On est tout petit, nous, au Québec. On a des institutions d'enseignement de très haut niveau qui ont une réputation internationale enviable. Alors, c'est important qu'on soit là, puis moi, je mets tout mon poids pour appuyer ce réseau-là et m'assurer qu'il puisse être compétitif. Merci. Pour compléter, il faut aussi s'assurer que nos universités, notamment McGill et les autres, il y en a, c'est pas juste McGill, il y a plusieurs universités de grand renom au Québec. Il faut s'assurer aussi que les infrastructures soient à niveau. Parce que ces personnes, ces chercheurs, ces talents d'exception à l'international vont aussi regarder l'état des infrastructures, puis c'est quelque chose qui est très préoccupant également. McGill est une université importante. L'Université de Montréal est une université importante. L'Université de Trois-Rivières est une université importante. L'Université Laval est une université importante. Je traite mon réseau de façon équitable. Nous avons un réseau enviable au Québec. Merci. Changement de registre sur l'épreuve uniforme de français au cégep. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu du plagiat? Est-ce qu'il y a des lettres qui auraient été envoyées à des élèves? Ensuite, ça a été rétracté là, de la part de votre ministère? Oui. Très beau petit sujet qui est tout frais dans ma mémoire parce qu'on a travaillé avec ça dernièrement. Effectivement, il y a plusieurs cas de plagiat qui nous ont été soumis. Nous vivons dans un monde en changement et l'intelligence artificielle, c'est un défi auquel nous devons faire face. Et nous avons mis une série de mesures en place au fil du temps pour être le plus possible, avoir une boîte d'outils pour nos institutions, tant collégiales qu'universitaires. Il en demeure pas moins que on apprend aussi à mesure et que les méthodes de plagiat se spécialisent, en fait, se professionnalisent avec les outils Internet maintenant disponibles. Alors, oui, il y a eu un plus haut taux de cas de plagiat, mais si on les met en perspective, il y a eu au-dessus de plus de 30 000 étudiants qui ont fait l'épreuve uniforme en français et on parle d'à peu près 275 cas de plagiat qui a été rabaissé parce qu'on a décidé de faire un tour de roue et on a choisi d'être plus diligent, mais c'est moins de 1% des cas. Mais les cégeps devront s'ajuster et nous allons les informer que nous avons été diligents et s'assurer que les choses se passent bien. Mais pour l'épreuve uniforme de français qui va venir au mois de décembre, des mesures plus poussées devront être prises pour s'assurer de limiter l'enjeu du plagiat. Merci. Mais là, est-ce que actuellement il y a des cas il y a des personnes, des étudiants qui ont été accusés de plagiat, et là, est-ce qu'à par la suite, il y a des lettres qui auraient été envoyées? Est-ce qu'ensuite la décision aurait été renversée et d'autres lettres vont être émises, ou je suis dans l'erreur en disant ça? Les correcteurs sont au ministère de l'Enseignement supérieur. L'épreuve se fait sur le terrain dans les différents collèges. Il y a eu un taux élevé de cas de plagiat. Comme je vous dis, c'est moins de 1%, mais c'est quand même plus élevé qu'à l'habitude. Les moyens se sont raffinés pour le plagiat. Il y a eu un tour de roue nouveau qui a été fait par les correcteurs. Certes, le nombre de cas de plagiat a baissé. Nous avons mis en place un processus d'appel. Des étudiants ont porté appel sur leurs résultats. Certains ont été révisés et ont passé leur épreuve. D'autres ont obtenu un verdict ou en fait un constat d'échec pour plagiat. Et l'épreuve pourra être prise plus tard par ces élèves-là.
OK, mais s'il y a des élèves qui ont été faussement accusés de plagiat puis que la décision est renversée, est-ce qu'il y a une lettre qui va leur être envoyée ou c'est pas le cas? Là, actuellement, toutes les décisions sont maintenues et là, c'est aux élèves à porter la cause en appel. Nous avons mis en place un processus d'appel, mais nous avons aussi choisi, de concert avec les différentes institutions de collégiales, de réviser certaines copies et de faire preuve de diligence. Alors, au moment où on se parle, c'est un nombre, je pense que c'est 40 échecs, 144. 140. Donc, il y avait 30 000 étudiants combien d'étudiants ont fait l'épreuve? Puis, sur ce nombre, combien ont un échec en raison c'est plus de 30 000. d'un plagiat. C'est plus de 30 000 élèves qui ont fait, je pense, c'est 31 000 élèves qui ont fait l'épreuve, et nous avons 146 cas d'échecs plagiat. Mais de ces 146 personnes, il y en a combien pour lesquelles le plagiat, finalement, n'a pas été démontré et le MES est en train de renverser sa position? Aucun. Les 146 doivent porter en appel? Oui. Non, les 146 ont reçu un constat d'échec. Ils devront reprendre leur épreuve. Le processus d'appel est terminé. Il n'y a pas personne qui peut s'attendre à une lettre là, prochainement à l'effet que, bon, finalement, ce ne sera pas un échec, on reconnaît qu'il n'y avait pas de plagiat. Le rôle du ministère, il est double. Il faut s'assurer que l'enseignement sur le terrain est efficace et que les vérifications sont efficaces. Les correcteurs sont au ministère et ces vérifications-là ont été faites correctement. Le processus d'appel est maintenant terminé. Actuellement, il y a 146 personnes qui ont échoué sur 31 000 qui ont échoué leur épreuve. Je crois qu'il est important de reconnaître l'expertise des enseignants et des correcteurs qui évaluent les copies d'étudiants chaque année, et il en va de notre réputation. C'est-à-dire que les élèves qui ont plagié, on ne peut pas les laisser passer. Non, mais c'est pas ça mon propos, là. Mon propos, c'est ce qu'on entend du terrain, c'est qu'il y aurait un certain nombre d'étudiants qui avaient été accusés de plagiat, mais finalement, ils auraient été faussement accusés de plagiat. Donc, ces personnes-là, on comprend qu'elles se retrouvent dans une situation anxiogène. Député, votre enveloppe de temps est maintenant terminée. Je cède maintenant la parole à la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Je voulais revenir sur la question du PEC. Je pense que ça vaut la peine d'approfondir parce que les cégeps, les universités nous le disent, là, la fermeture du PEC et tous ces changements qu'il y a eu, là, ils ont fait très mal à nos universités au niveau du recrutement international. On le disait tout à l'heure, les cégeps ont vu une baisse de 50% au niveau des inscriptions, une baisse de l'achalandage. Ça veut dire que certains programmes qui dépendent des inscriptions internationales pour compléter leur cohorte sont même menacés de fermeture. Donc, ma question, pour réparer les pots cassés, comment est-ce que la ministre prévoit-elle de pallier à la baisse d'achalandage causée par la fermeture du PEC? Le PEC relève du ministère de l'Immigration. C'est au ministère de l'Immigration et au ministre de l'Immigration qu'il faut poser les questions sur le PEC, qui est sur le point d'ouvrir. Alors, à l'enseignement supérieur, moi, ce qui me préoccupe, c'est de m'assurer que les étudiants qui veulent faire une expérience ou étudier de haut niveau le fassent. Il a fallu faire certains aménagements parce que, comme je le disais, au niveau collégial entre 2015 et 2025, il y a eu une augmentation de 255 % d'étudiants étrangers. Il y avait des collèges privés qui en faisaient un modèle d'affaires. Et au niveau universitaire, l'augmentation pour la même période était d'autour de 50 %.
Alors, nous avons Madame la députée. rééquilibré les choses. Merci. J'entends la ministre, le PEC est administré par le ministère de l'Immigration. Mais ce programme-là a des effets concrets, tangibles dans nos établissements d'enseignement supérieur. J'espère que vous ne travaillez pas en silo, parce que c'est des choses qui, pas seulement se touchent, elles sont embriquées une sur l'autre. Donc, on ne peut pas juste dire, ça va être une décision administrative et il n'y aura pas d'impact. L'impact est déjà là. Qu'est-ce que la ministre va faire pour remédier à la baisse d'achalandage causée par la fermeture du PEC? Le PEC, c'est un programme post-études. La responsabilité à l'enseignement supérieur, c'est d'être responsable des étudiants qui viennent vivre une expérience enrichissante. Peut-être qu'après cette expérience enrichissante, je les comprends, ils tombent en amour avec le Québec et ils veulent y rester. Alors, à ce moment-là, ils peuvent utiliser les programmes post-études. Et si je regarde le volet 4 du PSTQ, on voit que les talents d'exception seront choisis. Il faut arrêter de faire systématiquement un lien direct entre les étudiants qui viennent ici pour étudier et ceux qui viennent pour immigrer. Les liens, on ne le fait pas dans le discours, il s'est fait au sein des inscriptions. Si c'était un programme seulement post-études, il n'y aurait pas en ce moment une baisse de l'achalandage. Il y a une baisse de l'achalandage parce que quand les personnes viennent ici, on leur promet. Quand on présente les études postsecondaires ici au Québec, dans les différentes missions de représentation, on présente aussi les PEC et les différentes opportunités que des personnes qui viennent faire un doctorat vont pouvoir avoir, par exemple, dans l'enseignement supérieur. Alors oui, ça touche l'enseignement supérieur par la suite. J'entends pas de réponse en termes des conséquences. On le disait tout à l'heure, les gens viennent pour 2, 3, 4 ans, même 5 ans, on fait des programmes de recherche. La réouverture du PEC, c'est seulement pour 2 ans. La ministre, ce que j'entends, elle se lave complètement les mains en ce qui concerne les conséquences du PEC en matière de fréquentation de nos universités et de nos cégeps. Mais présentement, il y a eu une planification pluriannuelle qu'il y a eu sur les nouveaux arrivants, à quelle planification auquel à peu près la société a pu participer, et vous avez sans doute participé également. Les gens viennent dans nos institutions d'enseignement supérieur pour la qualité de nos programmes. Ils viennent pour 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que c'est une expérience qui est riche, qui est importante. S'ils veulent immigrer, je vous dirais que ce que je connais du programme PSTQ, c'est qu'ils seront sérieusement avantagés. Si vous parlez français... Donc, vous avez rencontré le ministre de l'Immigration dans cet effet pour être certain que ces personnes-là vont être avantagées? Bien, vous regardez le programme et c'est assez clair. Mais moi, c'est pas ma mission, ça. Moi, ma mission à moi, c'est de m'assurer que nos institutions reçoivent bien les étudiants étrangers qui soient ici et que les étudiants étrangers qui viennent au Québec vivent une expérience riche et profitent de la qualité de nos programmes et plus encore, qu'ils puissent participer au Cercle du savoir international et faire partie de ces décisions et de ces programmes qui peuvent au final, enrichir notre propre société. Je vais continuer sur un autre enjeu, mais je sens encore que vous limitez à ce qui concerne l'enseignement supérieur, mais il y a un lien direct. On fait la promotion. On est en train d'un peu de perdre notre notoriété à l'international pour attirer des talents avec tous les changements qu'il y a eu par rapport au PEC. J'aimerais ça qu'on prenne le reste du temps pour parler de l'aide financière aux études. OK. Depuis quelque temps, on documente de notre côté l'évolution de l'aide financière aux études et je vais vous parler des 2 indicateurs. Le premier, c'est les nombres des demandes à l'aide financière aux études. Ils ont drastiquement diminué. Je compte près des 50 000 demandes de moins dans les derniers 10 ans. On est passé d'à peu près 206 000 demandes à l'aide financière aux études en 2014. Nous sommes à 153 000. C'est-à-dire que nos étudiants ne se tournent pas vers l'aide financière aux études. On a de plus en plus d'étudiants. Il y a de moins en moins de demandes. Premier indicateur. Deuxième indicateur, c'est le refus. Le taux de refus a augmenté. En 2014, avec 206 000 demandes, on refusait à peu près, excusez-moi, là, je l'ai pas devant moi, désolé, 4% des demandes. Et sur 153 000 demandes en 2024-2025,
on refuse maintenant 7 %. On a augmenté le taux de refus et on a moins d'étudiants qui viennent déposer leur projet. Est-ce que la ministre est penchée sur l'évolution de ces deux indicateurs en ce qui concerne l'aide financière aux études? Mais où est-ce que vous avez pris ces chiffres-là? On a fait des différentes demandes de l'information, puis on est allé voir avec la bibliothèque, avec l'aide de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, pour voir l'évolution des demandes qui sont déposées à l'aide financière aux études. Ben, écoutez, ça n'arrête pas d'augmenter. On a donné au-dessus d'1 milliard de dollars en aide financière aux études, puis les demandes augmentent. On a 45 millions dans le dernier budget, ils en ont rajouté davantage. En termes d'argent, mais moi, je ne l'ai pas regardé en termes d'argent, je l'ai regardé en termes des nombres des dossiers. Parce que l'argent peut augmenter, on peut diminuer, c'est l'enveloppe, là, elle a augmenté. Mais en termes des nombres des dossiers, parce qu'il y a eu une modification de l'aide financière aux études, mais en termes des nombres des demandes, des dossiers qui ont été déposés, c'est l'information que j'ai et que nous avons documentée. J'aimerais ça vous entendre si vous regardez ces deux indicateurs-là, parce que même les associations étudiantes arrivent à la même conclusion. Bien, la seule chose que je peux voir, c'est qu'ils sont pas admissibles. Parce que s'ils sont admissibles, là, ils vont avoir leur argent. Ça, je peux vous le dire. S'il y a une chose là qui est pas un enjeu, c'est l'aide financière aux études. Mais honnêtement, moi, ce que j'ai comme chiffre, c'est que s'il y a plus d'argent qui se donne, c'est qu'il y a plus de gens qui en bénéficient. C'est à peu près... Madame la ministre, ça va me faire plaisir de déposer les chiffres que j'ai. Puis si on se trompe, ben c'est tant mieux. Mais avec les chiffres que nous possédons et les analyses qui sont faites par les associations étudiantes, ce qu'on voit, c'est que il y a moins de demandes, donc moins de dossiers qui sont déposés et une augmentation du taux de refus par rapport au nombre de demandes. Et là, l'enjeu, c'est que vous dites qu'il n'y a aucun problème avec l'aide financière aux études, mais la mise à jour des modalités du programme, ben ça n'a pas suivi. Ils n'ont pas suivi l'indexation des frais de subsistance, l'explosion des prix d'épicerie, l'augmentation du coût de loyer qui va au-delà de l'indice de la consommation, donc l'indice de l'inflation. Alors, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les étudiants doivent travailler. Et on se demande s'ils sont pas en train de faire des demandes à l'aide financière aux études, ils sont en train de faire des demandes ailleurs. C'est-à-dire auprès d'autres institutions bancaires avec des prêts que vous avez fait, vous le savez, là, avec des prêts qui sont pas avantageux pour des étudiants. Est-ce que vous vous penchez sur ce phénomène? Mais j'aimerais ça que vous déposiez vos chiffres. Parce que, ça va nous faire plaisir. Je suis un peu perplexe par rapport à ça, parce que honnêtement, si un dossier quand même qui me tient à cœur, c'est bien celui-là. Puis en plus, votre collègue, votre prédécesseur à l'enseignement supérieur, il brandissait souvent une étude qui venait de professeurs de l'université du Vieux Montréal, de Cégep, du Cégep du Vieux Montréal. Puis bon, après la lecture de ce chiffre-là, ben il me l'avait pas dit, mais en tout cas, quand j'ai lu le chiffre, c'est une des données qui était stupéfiante, c'est que 80% des étudiants sondés disaient qu'ils n'avaient pas fait de demande d'aide financière aux études. Alors ça, moi, je me dirais, puis en plus, vous pourriez nous aider là-dedans, parce que vous avez souvent vous avez des liens avec les étudiants, mais vous pourriez nous aider, parce que les étudiants qui ont des problèmes, j'aimerais ça, moi, qui appliquent, parce que s'ils sont admissibles, on va leur donner leur argent. L'enjeu, Madame la ministre, vous vous engagez oui, à envoyer le tableau que nous avons sans problème. Merci. Et je vous le dis, si je me trompe, c'est tant mieux. Est-ce possible de le déposer à la commission avant la fin? On le fait à l'instant. Merci beaucoup. Okay. Si on se trompe, ben c'est tant mieux, mais ce qu'on observe de notre côté, puis du côté également des associations étudiantes avec les demandes qu'on a faites auprès de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, c'est que là, on voit les chiffres, ces indicateurs-là peuvent aussi nous dire que peut-être l'aide financière aux études n'est pas attirante. Peut-être les gens se posent 2 fois la question avant d'aller déposer un formulaire, puis savoir qu'il y a une augmentation au niveau de la difficulté de l'accès, mais aussi les pénalités qui peuvent venir avec. Les associations étudiantes nous le disent, l'endettement n'a pas baissé pour autant. Les étudiants vont cogner à la porte des institutions financières pour des marges de crédit ou d'autres types de prêts qui sont pas avantageux et qui n'ont pas la même fonction que l'aide financière aux études. Est-ce que la ministre trouve ça normal que le programme qui est censé devenir subvenir aux besoins des étudiants
soit de moins en moins attirant. OK. Écoutez, moi, je vais vous dire les données que j'ai. OK? Au niveau collégial, c'est seulement 14 des étudiants qui demandent de l'aide financière aux études. Au niveau universitaire, c'est 32 C'est pas beaucoup, parce que si on se fie vraiment à ce qui est dit, c'est pas beaucoup. Alors, ça, là-dessus, on devrait travailler ensemble là-dessus pour s'assurer que les étudiants y fassent. Par contre, puis on a fait quand même des choses pour l'aide financière aux études, parce que entre 2019 et de 2019 à 2024-25, les frais pour les étudiants sont passés, en fait, ont augmenté de 45 C'est au-dessus d'1 milliard de dollars qu'on donne. En plus, puis ça, vous devez certainement le reconnaître, les frais de scolarité, ils sont particulièrement bas au Québec, là. Ça coûte 3 000 $ faire une année scolaire. En Ontario, c'est 9 000. Pardon? Je comprends, mais ils ont quand même été indexés, les frais de scolarité. Donc, c'est normal que l'aide financière aux études augmente s'il y a une augmentation des frais de scolarité. Ils ont été indexés, là. Ils ne sont pas gelés, les frais de scolarité au Québec. Bien, la donnée que j'ai, Madame la députée, c'est que seulement 14 des étudiants au collégial. Au collégial. Et à l'université? À l'université, c'est 32 Et tout ça, ça fait combien de personnes? Combien de c'est demandes annuelles? Est-ce qu'on a le chiffre du nombre d'étudiants? Le nombre d'étudiants qui est... oui, tiens, je l'ai ici. J'ai pour l'année 24-25 un total de 165 570 demandes. Pour l'année 25-26, on a eu une hausse de 2 793 demandes par rapport à 24-25. Mais Madame la ministre, j'ai le même chiffre. 2024-2025. En tout cas, moi, j'ai... cette donnée-là, je ne l'ai pas. Moi, j'ai pour 2023-2024. Puis on est à peu près dans ces eaux-là. Fait qu'on a les mêmes chiffres. Ouais, OK. On aurait remonté d'abord en 2014 pour savoir combien de demandes on avait il y a 10 ans à peu près. Puis c'est là que vous allez observer la baisse des demandes. Mais quand même, là, on s'entend qu'on augmente, là. On augmente ce qu'on donne. Puis je regarde dans le dernier budget, là, on a une augmentation là, jusqu'en 2030 de 45 millions par année. Dans le partage d'informations, une des grandes demandes que nous avons, c'est de bien comprendre le calcul qui est derrière l'aide financière aux études. Vous nous dites que vous l'avez indexé, vous l'avez augmenté pour faire face au coût de la vie. Est-ce qu'on peut avoir un calcul détaillé de comment on prend en considération la hausse du logement, la hausse de l'épicerie, puis l'effet de l'inflation? L'aide financière aux études, c'est de l'aide financière aux études, mais je veux dire, on peut sortir de ce cadre-là si vous voulez. Hier, la première ministre a annoncé un bouquet de mesures et il y a un 200 $ qui va être admissible aux étudiants. Alors, c'est 200 $ de plus dans les poches des étudiants. Là, je peux aller un peu à droite et à gauche pour l'ensemble des mesures de logement, mais en termes de logement étudiant, on investit de différentes choses. Les frais de scolarité sont les plus bas en Amérique. Les prêts et bourses, c'est bourses. Beaucoup de temps. Ma question, c'est dans le calcul de l'aide financière aux études, ce qui se fait à côté. Si Vous pouvez l'enveloppe de temps est finie, malheureusement,